À l'adolescence, notre invité d'aujourd'hui rêvait d'aéronautique, d'astronomie, de télédétection, de satellites, bref, de tout ce qui se rapportait à l'espace, comme si la Terre était déjà trop étroite pour sa curiosité sans fin. Fidèle à ses premières amours, il a passé beaucoup de temps dans sa vie à admirer les étoiles avec un télescope qu'il s'était fabriqué lui-même, mais qui lui avait valu 2 prix aux États-Unis. Et ces étoiles qu'il aime tant semblent en retour lui avoir donné une énergie astronomique qui lui a permis une fabuleuse carrière d'animateur, d'humoriste, d'analyste, de comédien, et on n'a pas tout vu encore. Malgré sa passion de l'espace, on le dit très terre-à-terre. Malgré son humour débordant en public, il paraît qu'il est le plus tranquille de la famille. Après 27 ans à se lever à 3 heures de la nuit pour la radio, voilà que la télévision lui permet de faire la grasse matinée jusqu'à 5 heures. Mesdames et messieurs, Paul Oud est avec nous pour cette demi-heure. Paul Oud, bonjour. Bonjour Marie-Claude. Difficile de faire une présentation devant vous. Remarquable. J'avais l'impression que c'était Hubert Reeves qu'on présentait. Vous essayez de me déconcentrer un peu aussi? Oui, d'ailleurs, je pourrais vous déconcentrer avec mon imitation d'Hubert Reeves. Allez-y donc. C'est-à-dire que l'univers est incommensurable. Et plus on repousse avec ces grands télescopes les confins de l'univers, plus à ce moment-là, le télescope devient une machine à remonter le temps, Paul? qui remonte à peu près à 13 milliards d'années. Pensez-vous Pensez-vous que vous allez vous en sortir comme ça pendant la prochaine demi-heure? Non, parce que j'ai décidé d'être très discipliné. Alors, première question. Est-ce que de faire le saut vers la télévision, vous animez maintenant l'émission tous les matins avec la magnifique Dominique Bertrand, est-ce que ça a été une décision facile à prendre? Pas du tout, et ça a été l'objet d'une longue réflexion, et je dirais même d'une réflexion familiale, parce que j'étais comme dans mes vieilles pantoufles à la radio. Quand 27 ans, oui. Quand on fait 27 ans d'animation matinale, ultra-matinale, je dirais, on est très confortable. Et plus, moi, j'approche de la cinquantaine et je me disais justement, pourquoi risquer? Quand on est confortable, on a tendance à devenir un peu plus casanier. Pourquoi risquer gros quand tout va bien? Et le projet, finalement, était tellement intéressant que ce qui l'a emporté, ça a été le désir de relever un défi. Et surtout, de me montrer très reconnaissant envers celles et celui qui m'ont présenté ce projet-là, c'est-à-dire Brigitte Lemonde, la directrice des variétés, et Jean Guimond, oui, qui ont dit peut-être qu'un changement te ferait du bien. Et j'y avais pas songé. Et comme je suis quelqu'un de très conservateur d'approche, pour moi, ça a été un été assez angoissant parce que ça marquait finalement la fermeture d'un chapitre et l'ouverture d'un autre. Avez-vous l'impression que la radio va vous manquer? La simplicité de la radio? Elle m'a pas manqué, cette radio. Ça a été très difficile lors de la dernière émission, ouais, les journées qui ont suivi. Heureusement, on s'est pris quelques jours de vacances familiales et tout ça, donc ça m'a permis de pouvoir couper le lien entre la radio et l'entrée à la télévision. Comme on a démarré seulement le 9 septembre, toutes mes énergies ont été consacrées à ce projet de télé à tous les matins. Et il m'arrive de temps à autre de dire que 5 heures, c'est bien tard pour se lever. Vous n'êtes pas un grand dormeur, vous? Non, je ne suis pas un grand dormeur et j'ai adopté pour la première fois, en tant qu'auditeur, une émission matinale, celle de René Aumiérois. Et ça me fait tout drôle, parce que j'ai l'impression de deviner l'atmosphère qui règne en studio quand j'écoute son équipe à 5 heures le matin. C'est toujours très particulier, l'atmosphère des émissions de radio le matin. Paul Oud, quand vous regardez à la télé, quand vous écoutez à la radio, quand vous regardez en début d'émission d'entrée des artistes, je pense que l'imitation, c'est plus fort que vous. Et ça, c'est même pas le métier. Vous étiez comme ça, petit garçon. Absolument. D'ailleurs, ça a été ma carte de visite pour entrer dans ce métier-là. Parce que j'étais étudiant à l'École polytechnique, donc je me dirigeais bon an, mal an, sans trop de conviction vers une carrière d'ingénieur. Parce qu'il y avait très peu de débouchés vers l'astronomie. Alors, la voie traditionnelle de ceux qui avaient étudié en sciences allait vers Polytechnique parce qu'avec un diplôme d'ingénieur, au moins, on pouvait avoir un emploi. Mais à travers toutes mes années, même au primaire, au secondaire, au cégep, c'était la même chose, et à l'université, j'ai toujours imité tout le monde, incluant les professeurs. J'ai joué des tours pendables, par exemple au Collège Saint-Sacrement à Terrebonne, où j'ai fait évacuer le collège en empruntant la voix du directeur à l'intercom et en disant que les cours étaient terminés à 11h30 parce qu'il y avait une réunion pédagogique. Il y a 500 étudiants qui sont retrouvés à attendre des bus qui ne sont jamais venus. Qu'est-ce que ça vous a valu? Une suspension? Une retenue d'une semaine. J'ai passé plus de temps, je pense, dans les corridors, en retenue, enfin, expulsé de la classe, qu'à l'intérieur des classes. C'était plus fort que moi. Dès qu'un professeur arrivait, je l'observais et les professeurs sentaient, eux, en retour, qu'ils étaient observés.
L'homme orchestre, l'homme qui peut tout faire. Parce qu'en plus, bon, d'avoir animé des émissions du matin pendant 27 ans à différentes stations, vous avez fait Les Boys. Le rôle Oui, de Trois Fernand dans Boys. Les Boys. Trois Boys. Excellent comédien. Et en plus, à travers toutes ces années-là, vous êtes aussi analyste pour les Olympiques, c'est-à-dire aux Olympiques dans le domaine de l'athlétisme. Oui, Je comprends mais vraiment parfaitement bien votre passion de l'athlétisme. Ce que je comprends moins, c'est la passion des chiffres, des statistiques. Qu'est-ce que vous aimez tant dans ces chiffres? Bien, la plupart des gens, je dis la plupart des gens, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les mathématiques parce qu'ils voient ça comme une science très rigoureuse et moi, ça a toujours été ma branche préférée, si on veut, à l'école. Et ma passion pour les chiffres remonte à l'époque de l'heure des quilles à Radio-Canada où le marqueur inscrivait à la main des chiffres d'une beauté remarquable. Il faisait des 2 et des 4. C'est vrai. Et avec mon frère, souvent, on faisait l'heure des quilles dans le sous-sol et on s'amusait à être commentateur et tout ça. Et moi, j'aimais être le marqueur qui faisait de beaux 4 et de beaux 8 et de magnifiques 7. Les chiffres, c'est beau également. Mais de là, vous souvenir de tous les exploits d'un, puis en telle année, en telle autre année, tel record battu parce que tel autre a fait... C'est une passion. C'est une passion et pourtant, il peut m'arriver d'oublier des prénoms et d'être distrait par exemple, dans un entourage très restreint, soit une équipe de radio et tout ça, je peux arriver. Et à un moment donné, me rappeler que le 3e des Jeux de Moscou au marathon s'appelait Zatimkul Djoumanadzarov et qu'il avait fait, je crois, 2 heures, 11 minutes et 39 secondes. Et ne pas me rappeler du nom de la personne qui travaille avec moi tous les matins. Ça peut arriver, ça, des fois. Un vrai savant. Bien, c'est un problème de disque dur. J'ai pas assez de place au cerveau. Comme le professeur Tournesol. Oui. Une carrière, je dirais, Paul, presque sans anicroche. Il y a peut-être eu un moment qui doit ressortir pour vous comme un moment un petit peu plus difficile, au moment de la fusion de CJMS, CKAC, où du jour au lendemain, vous vous retrouvez chroniqueur sportif à l'émission, vous animiez au complet jusqu'à la veille. Comment vous avez fait? D'abord, vous avez décidé de rester. Oui, parce que j'aurais pu tout simplement me retirer et puis les autorités en place auraient respecté mon contrat. Comment vous avez vécu ça? Eh bien, ça n'a pas été facile. Ça a pris 3 mois à peu près pour m'en remettre. Mais le premier week-end a été absolument dévastateur. Dévastateur. Et c'est quoi dévastateur pour vous? D'abord, mon frère travaillait l'après-midi aussi à l'émission Retour à la maison. Lui n'a pas eu cette chance qu'on lui offre au moins de demeurer au sein de la nouvelle entreprise. Et donc, il y avait déjà ce côté-là, mon frère qui travaillait l'après-midi. Et tout le week-end, j'avais l'impression que ça marquait un virage et que probablement que mon style d'animateur du matin... ne cadrait plus dans ce qu'on demandait en termes de radio AM à ce moment-là. Et puis, j'ai songé effectivement à, comme on dit, prendre le contrat, me retirer, prendre un certain temps. Mais ce qui m'a fait poursuivre, c'est la réponse des auditeurs et auditrices. Étiez-vous plus en colère ou plus découragé, plus triste? Plus triste qu'en colère. Beaucoup plus triste qu'en colère. Et je me cacherai pas que j'ai fait ce que les gens appelleraient une petite dépression au cours des mois qui ont suivi. Mais j'ai choisi, et avec le recul, je peux en juger, j'ai choisi la voie courageuse, et c'est celle-là qui m'a permis, justement, de pouvoir m'en tirer. Si j'étais demeuré chez moi, à l'automne, à regarder les feuilles tomber, c'eût été, à ce moment-là, la mauvaise décision, beaucoup plus pénible. Et puis... Vous êtes en train de dire qu'en étant resté, en ayant retroussé vos manches, vous vous êtes sorti de ça. Oui, en faisant preuve aussi d'humilité, d'autodérision. L'autodérision, quel merveilleux remède à la mélancolie, à la dépression. Il faut savoir rire de nous aussi. Et puis, je regarde avec le recul, ça m'a permis de connaître celui qui m'a remplacé, mais avec qui je suis devenu très bon copain, Paul Arcand. Ouais. Alors, vous voyez que la vie, ça dépend toujours de la façon dont on prend les choses, mais c'est vraiment ma plus belle découverte, moi. Depuis tous ces événements-là, ou cet événement-là en particulier, il y a eu un passage difficile également d'une émission qui n'a pas fonctionné à TQS, qu'on appelait CNN, mais Jean-Claude Gonzalez. Ça n'a pas été un bon souvenir, quoique je suis demeuré ami et très respectueux du travail de Stéphane Laporte, par exemple. Ouais. L'autodérision, c'est ce que j'ai appris de plus précieux au cours des 5-6 dernières années. Est-ce que Paul Aude est un homme romantique? De plus en plus. Je ne l'étais pas. 20 ans avec la même femme? Oui.
Et pas toujours, oh non, pas toujours. Pas toujours romantique. Ah, même, je dirais qu'au début, notre relation, c'était le contraire. J'étais véritablement incapable de recevoir, par exemple, des gestes d'amour de ma femme en public ou ailleurs, même, je dirais même à la maison, par moment. Toujours été sur la défensive en ce sens-là. Et c'est seulement depuis assez récemment que j'ai décidé de m'ouvrir et de découvrir en moi que c'est beaucoup plus agréable de vivre une relation où on prend les devants, c'est-à-dire qu'on démontre son amour. Mais j'ai l'impression à 48 ans que c'est un apprentissage que je suis en train de faire. J'ai appris beaucoup de choses, mais ça, j'étais pas bon là-dedans. Et c'était quoi? C'était la peur qu'aimer fasse mal? La peur de perdre? La peur... Je pense que ça vient toujours de la façon dont on a vécu notre relation avec nos parents. Ça nous poursuit toute une vie. Et chez nous, on a toujours eu une très belle relation, mais une relation en fait très correcte entre, par exemple, mon frère, ma sœur, mes parents. C'était pas une époque où on se touchait beaucoup, on se caressait beaucoup. Alors pour moi, qui ai passé beaucoup plus de temps dans mon adolescence à poursuivre mes rêves de nerds et de faire des télescopes et à regarder les étoiles qu'à courir les discothèques, j'ai éprouvé avec une certaine surprise la sensation qu'une femme a besoin de toucher, a besoin d'être touchée. Donc, c'était un apprentissage un peu sur le tard, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'ai du temps à rattraper. Donc, vous développez la tendresse. Oui, j'ai beaucoup de romantisme à donner. J'ai beaucoup à redonner en ce sens-là, parce que j'ai évacué en moi une espèce d'inconfort que j'avais face à ça, une certaine pudeur. Et puis maintenant, c'est passé. Et heureusement, j'ai l'impression que les années à venir vont être encore plus passionnantes de ce côté-là que mes années d'adolescence ou de jeunesse. Extraordinaire. 2 fils, Paul Oud, Paul Frédéric et Carl, 17 et 15 ans. Est-ce qu'ils vous ont déjà reproché vos absences? Parce que pour travailler comme vous avez travaillé, vous ne pouvez pas être beaucoup à la maison. Curieusement, j'ai été beaucoup à la maison et absent. Et ça, pour moi, c'est ce qui me fait le plus mal. C'est que je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'à courir toutes sortes de recherches, et c'est ça qui est encore plus paradoxal, j'étais physiquement présent à la maison. C'est-à-dire qu'on avait un horaire très routinier, très casanier. Mais j'étais devant les ordinateurs au début des années 80, quand on ne parlait même pas de l'ordinateur, du micro-ordinateur. Je faisais toutes sortes de choses. Puis je me suis aperçu que tout en étant présent physiquement dans une maison, un père peut être absent aussi. Alors, ils me l'ont reproché dernièrement, et j'en ai pris bonne note. C'est-à-dire qu'il faut savoir, à un moment donné, s'arrêter et dire que dans une maison, il y a aussi sa femme et il y a aussi 2 ou 3 enfants, et que tout autant qu'on puisse être absorbé par l'information à la télévision, à regarder 3 moniteurs en même temps, les enfants n'ont peut-être pas les mêmes priorités. Et pour eux, c'est peut-être de parler du dernier disque des Marmottes aplaties qui est leur priorité. Si c'était à refaire, vous changeriez des choses Absolument. Dans leur petite enfance? Absolument. Et je pense que beaucoup d'hommes devraient s'interroger aussi. Beaucoup d'hommes devraient s'interroger. C'est une période en or pour une réflexion masculine. Pour faire tout ce que vous faites, jamais vous arrêter, est-ce que il y a comme une peur de manquer quelque chose? Peur de manquer de temps, oui, très certainement, parce que j'ai souvent plusieurs projets qui ont été mis en branle, et il y en a un qui n'est pas terminé, loin de là, c'est cette série, télésérie Faux départ, qui porte bien son nom d'ailleurs, parce qu'on n'arrive pas à démarrer, à quitter les blocs. Parce que là, vous prenez le chapeau de l'auteur, de l'écrivain, vous écrivez la série. Oui, exact. Et c'est pas facile quand on travaille en collaboration avec le meilleur auteur, ou la meilleure auteure, Fabienne Larouche, qui est extrêmement... et avec raison, du reste. Disons pour les téléspectateurs aussi que c'est sur l'athlétisme. Oui. L'univers de l'athlétisme, et c'est dessous, et que vous connaissez bien. Oui, c'est ça. Et tout en réussissant à créer, par exemple, une télésérie où il ne sera pas question que d'athlétisme, de rigueur, de chiffres aussi. Et c'est ça que je suis en train d'essayer de découvrir. Il faut qu'il y ait un petit peu de romantisme, justement, ça nous ramène à ça. Difficile, hein? C'est difficile parce que moi, juste des chiffres. Je pourrais faire un 6 heures de documentaire très intéressant, mais c'est pas ça une télésérie, hein? Ça vous arrive de vous arrêter complètement, de vraiment rien faire? Ça nous est arrivé l'été dernier, où pour la première fois en 20 ans, j'ai accepté, parce que ma femme tentait à tout prix de me dire, mais il faudrait découvrir ce qu'est une croisière.
Et je me disais tout le temps, une croisière, c'est pas pour moi parce qu'il y a strictement rien à faire là-dessus, et puis d'autre que de manger et de dormir. Et vraiment, finalement, j'ai décidé de jouer le jeu cette année. Et effectivement, on n'a rien fait pendant une semaine. Sauf qu'il y avait quand même une bibliothèque, il y avait l'Internet, il y avait... Vous n'êtes pas capable? Pas capable. J'ai même Pourquoi? Qu'est-ce apporté... qui arrive si vous arrêtez? Si vous passez une heure là, sans lire? Une heure sans lire, c'est une heure... Mais pour moi, c'est comme viscéral, en ce sens que j'ai l'impression que j'ai toujours quelque chose à faire. Alors, j'avais apporté, par exemple, mon appareil positionnement par satellite, ce qui faisait que dans un moment de liberté, je pouvais prendre des coordonnées pour savoir où j'en étais. Alors, j'avais des cartes marines et tout ça, et je disais, par exemple, au souper, savez-vous que nous sommes passés à 20 000 nautiques de l'île Rock Island, qui fait partie de l'archipel de Saint-Thomas et des îles Vierges? Alors, les gens disaient, c'est très bien, mais ça donne quoi? Eh bien, ça ne donne rien. Mais pour vous, c'est important. Eh oui. Justement, cette passion pour les étoiles, pour l'espace, est-ce que ça vous apprend des choses sur vous? Ça vous aide à vous comprendre? Ah oui, puis quand on s'intéresse à l'astronomie, c'est très difficile de ne pas, à ce moment-là, verser dans une certaine forme de spiritualité. Parce que lorsque on prend la peine de regarder la voûte céleste, et quand on prend la peine de regarder cet univers absolument sans limite, sans frontières, qui s'en va vers quoi, on ne le sait pas, là où le temps n'a pas une dimension humaine, hein, au sens, par exemple, d'Einstein, le temps est compressible et tout, alors que nous naissons et nous mourrons si rapidement, après avoir eu tellement d'efforts à faire, tellement de peine, tellement de joie, tellement de questionnements, ça nous renvoie à une certaine forme d'absurdité. Et ça, pour moi, c'est peut-être ce que je trouve le plus angoissant à 48 ans. C'est-à-dire, on veut être croyant, on veut croire s'accrocher, et on s'aperçoit qu'on est tellement surdimensionné par ce qu'il y a autour de nous qu'on ne peut pas rien faire. On est impuissant. Êtes-vous du genre à être facilement satisfait de vous-même? Et c'est non. La réponse, et c'est mon principal problème, et je travaille là-dessus. C'est-à-dire que je suis non seulement mon pire critique, c'est-à-dire que... Mais ça m'a suivi tout le temps. Et il faut savoir, à un moment donné, relâcher la pression sur soi-même. En psychologie, je pense qu'ils appellent ça le surmoi. Alors, il faut que le surmoi se calme et qu'il soit gentil par moments et dire... Et comment vous faites? Ben, justement, en essayant de reconnaître que personne ne peut être parfait et de temps en temps de me dire à voix haute, ça c'est bien ce que tu as fait. C'est bon de se rappeler ça. Alors qu'avant, c'était uniquement le point de vue critique, c'est-à-dire que je pouvais même pas absorber mes petits bonheurs, que immédiatement, je les rejetais, je passais à autre chose. Maintenant, je prends le temps, si on me décide de me faire une petite fête, comme on a fait pour mes 25 ans de radio, je pense que tu as donné 25 ans. Tu as le droit à te faire, faire des belles choses, finalement. Paul, puisque vous faites tant de choses différentes, j'allais vous demander, il paraît qu'en général, on excelle dans ce qu'on aime le plus au monde. Dans quoi êtes-vous le meilleur? L'humour, certainement, parce que c'est probablement ce qui me donne le plus de joie maintenant. J'ai tellement de jeunes, par exemple, qui apprécient mon personnage de gardien, loser, perdant, de Fernand, dans les arénas. Des gens qui me disent, par exemple, que c'est mes associations avec Marc Labrèche qui les ont fait rire et tout ça. Et comme je dirais que mon idole, finalement, a toujours été Louis de Funès, qui n'a pratiquement jamais rien gagné comme prix en France, alors que c'est lui qui a triomphé au box-office. On l'a toujours repoussé en disant c'est un grimaceux, c'est un humoriste, il n'a rien fait de sérieux au cinéma. Eh bien non, moi je dis que c'est probablement ce que je vais laisser de plus beau en héritage professionnel, c'est d'avoir dit, il y a des gens qui sont venus me trouver et qui me trouvent drôle, je les ai fait rire. Et c'est suffisant, ça. Donc, c'est ce que vous aimez le plus au monde, c'est donc toujours pour l'autre, c'est pas pour vous. Oui, exactement. Pour vous, qu'est-ce qui serait la plus belle chose pour vous, de vous à vous? Oh mon Dieu, la plus belle chose, c'est vraiment, il faut ramener ça à la base. C'est la cellule familiale, finalement, qui éclate de tous bords, de tous côtés, chez nos amis, bon, dans la société et tout ça. Et on a l'impression d'être une espèce de vieux couple arriéré parce qu'on tente, bon an, mal an, de le réparer, ce couple-là, de l'entretenir. Et de comprendre aussi nos enfants et de s'apercevoir que les parents, on essaie finalement d'être les meilleurs possibles
Et puis parfois, on n'a pas de reconnaissance. On le sent. Bon. Et il faut passer outre et se dire qu'un jour, c'est ce que nous laisserons finalement, simplement en héritage à nos enfants. Certaines valeurs. À ce niveau-là, est-ce que vous êtes prêt à dire qu'en ce moment, vous réussissez votre vie? Ah oui. Ah oui, puis justement, parce que vous avez posé la bonne question. Vous savez pourquoi je réussis ma vie? C'est parce que j'ai relâché la pression sur moi-même. Je sais maintenant ce qu'est, et je reviens là-dessus, l'autodérision. Quand on est capable de rire de soi, de dire « J'avais-tu l'air fou? Je suis-tu l'air niaiseux? Ou j'ai-tu vraiment manqué mon coup là-dessus? » Mon Dieu qu'on dort mieux le soir. Paul Aude, merci beaucoup. Merci Marie-Claude. Ça a été une magnifique demi-heure.